Donc, je vais vous présenter la prévention des blessures musculaires au disque jambier. Je suis un petit peu plus petit. Il faut savoir que sur ces dernières années, les blessures au disque jambier sont parmi les plus fréquentes et ce sont celles qui ont les plus gros impacts sur la performance sportive. Extrand a proposé 2 études longitudinales en 2016 et 2023 qui couvrent 20 saisons de football. Il a pu noter que les blessures musculaires, c'était 20% de toutes les blessures, mais surtout que les blessures musculaires avaient doublé au cours de ces 20 dernières années. Le taux de blessure en match était 9 fois supérieur au taux de blessure à l'entraînement. Par contre, l'augmentation du taux de blessure à l'entraînement sur les 20 dernières années a augmenté par rapport au taux de blessure en match, de manière bien plus importante. Donc ce sont des choses à prendre en compte pour la prévention. On retrouve ces blessures musculaires au disque jambier principalement dans les sports dans lesquels il faut courir, sauter ou shooter, comme l'athlétisme, le football ou le rugby, parce qu'on va avoir une énorme sollicitation des disques jambiers lors de ces phases de course. Les blessures musculaires au disque jambier qui sont liées avec des courses à haute intensité, donc HSR c'est High Speed Running, c'est 65 à 70% des blessures musculaires. Les facteurs de risque, je ne vais pas tous les rappeler, mais il y a, en plus de l'âge, il y a les sprints à haute intensité, les courses à haute intensité, le sport à haut niveau, des fascicules musculaires courts et un plus grand angle de pénation, une biomécanique du sprint qui est perturbée, et puis des antécédents de blessures musculaires qui multiplient par 2,7 le risque de se blesser après une première blessure et qui le multiplient par 5 pour la première année après la blessure. Les protocoles de prévention ont été nombreux à être proposés et à être étudiés dans la littérature. Il y en a des tonnes. Ils ont permis de montrer qu'il y avait une énorme diminution des blessures et des récidives des lésions au disque jambier. En théorie, on a jusqu'à 40 à 85% de réduction des blessures au disque jambier. Ce n'est pas ce qu'on voit dans la littérature lorsqu'on étudie le risque des blessures. Ces protocoles ont porté sur différents axes de travail, le renforcement, le travail sur l'architecture musculaire, la biomécanique, la gestion de la charge, etc. Alors, quels sont les différents axes de travail qu'il faut proposer lorsqu'on fait une prévention de blessures au disque jambier ? La première, c'est très à la mode, c'est la gestion de la charge de travail, ça veut tout et rien dire. En gros, il va falloir manager votre sportif parce qu'on sait que l'augmentation brusque de la quantité de travail, alors la quantité de travail, c'est tout ce qu'on peut proposer aux sportifs qui est lié à l'entraînement, le temps d'entraînement, les charges qu'il va porter, le temps de sprint, le nombre de sprints. On sait que cette charge de travail, si elle augmente brusquement, elle est liée à toutes les pathologies de manière générale et énormément liée aux pathologies du sprint et des blessures musculaires au disque jambier. On sait également qu'une augmentation brusque, rien que l'augmentation brusque du nombre de sprints et de l'intensité des sprints la semaine avant une compétition va multiplier par 6,4 le risque d'avoir une blessure au disque jambier. Donc pour cette partie-là, il faudra proposer une progressivité dans la charge et dans l'intensité des sprints à haute intensité. Il faudra proposer, lorsque vous avez votre patient en rééducation, lorsque vous apprenez des sportifs pour votre club en prévention, il faudra proposer une progressivité du renforcement avec une augmentation progressive des charges à pousser, à développer, travailler sur le volume, l'intensité et la fréquence des séances. Il faudra proposer une progressivité dans la distance, le nombre et la vitesse des sprints que vous allez proposer. Bien évidemment, le repos a tout son rôle. Alors on parle de repos, le repos c'est le repos entre les séries, le repos entre les exercices et le repos entre les séances. Et il faudra un maximum proposer une individualisation. Alors un exemple tout simple, c'est le titulaire qui va se retrouver pour un match sur le bord du terrain. Essayer de lui proposer des exercices de compensation pour qu'il n'ait pas une baisse brusque dans son intensité de travail et dans sa charge. La deuxième partie, c'est le renforcement excentrique des disques jambiers. C'est à mon avis la partie qui a le plus été traitée, parfois dans des protocoles où on proposait uniquement du travail de renforcement avec le Nordic Hamstring Exercise, qui est l'exercice, à mon avis, qui a été le plus étudié, qui va être très efficace, qui va proposer une diminution du risque des blessures au disque jambier de 50 à 70% selon les protocoles. Il va avoir une action intéressante au niveau de l'augmentation de la longueur des fascicules, notamment la longue portion du biceps fémoral, qui est le plus fréquemment lésé.
et qui va permettre de diminuer l'angle de pénation et donc favoriser le mouvement des fibres musculaires. Plusieurs protocoles existent, alors je vous en ai pris 3. Le premier, parce qu'il y avait un tableau de progressivité qui permettait de voir comment on augmentait progressivement la charge au niveau des ischio-jambiers par le Nordic hamstring. Et puis le dernier de Pressland qui a pu étudier que sur 8 répétitions par semaine du Nordic hamstring, on avait la même efficacité dans la récupération de la force et dans la modulation de l'architecture que pour 100 répétitions par semaine. Donc c'est un exercice qui est hyper intéressant et qui n'a pas besoin d'être répété 4 fois par semaine avec des séries de 8-10 répétitions à chaque fois. Il y a le Nordic hamstring, mais bien évidemment parce qu'au cours de la course, on va avoir des contraintes mécaniques sur les ischio-jambiers qui vont être réalisées à partir du genou et de la hanche. Sur la fin de la phase oscillante du sprint, enfin de la phase oscillante du pas de course, c'est sur cette phase-là, a priori, que la plupart du temps, les blessures arrivent. Et donc, il va falloir proposer des exercices à dominante genou qui vont stimuler les ischio-jambiers médiaux, alors le Nordic hamstring ou le leg curl en excentrique, mais également proposer des exercices à dominante hanche qui vont stimuler la longue portion du biceps fémoral, comme le Romanian deadlift, le hip thrust, les extensions à la poulie ou le soulevé de terre. La course a été intégrée il y a quelques années. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que 70% des blessures aux ischio-jambiers survenaient au cours de sprint, que sur des courses à haute intensité, à partir de 26 km/h, une augmentation de 30% de la vitesse de course augmentait de 100% de l'utilisation des ischio-jambiers. C'est-à-dire qu'on double l'utilisation des ischio-jambiers lorsqu'on augmente de 30% de la vitesse de course. On sait également, sur une étude de 2020, que la course a permis une plus grande augmentation de la longueur fasciculaire de la longue portion du biceps fémoral, qui fait partie des facteurs de risque, cette courte longueur fasciculaire. Et donc le sprint va stimuler plus fortement l'augmentation de la longueur fasciculaire que le Nordic hamstring qui vient juste derrière. Et enfin, pourquoi ? Parce que le sprint est intéressant, parce qu'on sait qu'en augmentant progressivement la charge des sprints à l'entraînement, on va diminuer la charge des blessures en match. Enfin, dernière raison, sur une étude comparative, ils ont mesuré par EMG la sollicitation des ischio-jambiers sur différents exercices, et le Nordic hamstring qui sollicitait le plus les ischio-jambiers sollicitait uniquement 60% de la force sollicitée durant le sprint. Donc, dans les exercices de renforcement, le sprint a toute sa place, il doit être proposé. Il faudra bien sûr proposer une augmentation progressive en nombre et en intensité des sprints et en distance. C'est Edouard qui citait ça, le sprint ne doit pas être vu seulement comme une partie du problème, mais aussi comme une partie de la solution. Pendant des années, les entraîneurs, les préparateurs physiques refusaient de faire sprinter les sportifs pour éviter de les blesser. Et en fait, on se rend compte que justement, c'est en les soumettant à ces contraintes qu'on permet de les adapter au mieux à la charge. L'adaptation biomécanique. Alors, il y a une étude intéressante que j'ai citée après, c'est Mendy Goucha qui s'était rendu compte que sur la prévention des blessures de la pubalgie, des blessures aux ligaments croisés antérieurs, systématiquement, quand il y avait des études qui montraient un intérêt vraiment supérieur aux autres, il y avait un travail qualitatif d'une partie de la course dans la prévention, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc lui, il a essayé de proposer ça, il a étudié un petit peu le sprint, donc on voit qu'en fin de phase oscillante, on a une contraction excentrique des ischio-jambiers avec une augmentation de la flexion de la hanche et une augmentation de l'extension de genou. À cette phase de fin de phase oscillante, il a pu observer que dans les mécanismes lésionnels aux ischio-jambiers, on avait une antéversion du bassin associée à une inclinaison latérale du tronc pendant le sprint, en fin de phase oscillante, sur les phases où il y avait des blessures. Il a donc proposé un protocole avec un programme multimodal sur 6 semaines. Il proposait de la mobilité lombo-pelvienne, du renforcement musculaire du tronc, des ischio-jambiers et de l'association de travail tronc-ischio-jambier, du travail de contrôle moteur lombo-pelvien avec des exercices de placement du tronc pendant les courses, pendant les gammes, des exercices où les courses étaient lestées. Il a travaillé les accélérations avec des placements en haie. Il a travaillé également progressivement avec des vitesses maximales
et le haut du corps placés. Il a pu noter, on voit sur le schéma en bas à gauche, que les sprinters qui avaient été évalués avaient une amélioration de leur qualité de course en fin de mouvement. Alors c'est une étude, pendant ces 6 semaines, ces sportifs ne se sont pas entraînés, mais il y a une capacité, enfin ils ne sont pas entraînés, ils ont fait que le protocole de prévention, mais il y a une capacité d'adaptation de la biomécanique de course qui peut être proposée dans les programmes de prévention. Enfin, le dernier point, c'est le profil force-vitesse qui émerge doucement. C'est-à-dire, le profil force-vitesse, en fait, c'est un petit peu les caractéristiques de votre sprint. On sait que la puissance, c'est la force multipliée par la vitesse. Donc ça va vous déterminer vos caractéristiques d'accélération, c'est-à-dire de capacité de propulsion du centre de masse dans la direction horizontale. Il y a 2 valeurs qui sont importantes. La F0, qui est la plus grande valeur de la force horizontale à vitesse nulle, et qui va diminuer avec la vitesse, et la V0, qui est la vitesse théorique maximale s'il n'y avait pas de résistance. Ça permet d'étudier que sur 2 sprinters qui font un sprint sur 30 mètres, s'ils arrivent au même moment à 30 mètres, ils n'auront pas forcément le même profil force-vitesse. L'un des deux va avoir la capacité d'aller plus vite, et l'autre va avoir la capacité de pousser plus fort. Si on avait pris le sprint sur 15 mètres, celui qui est capable d'aller plus vite serait arrivé avant. Si on avait pris le sprint sur 45 ou 50 mètres, celui qui a la capacité de pousser plus fort serait certainement arrivé avant. Parce qu'une capacité de F0 importante vous permet d'être plus fort à plus grande vitesse. Alors à quoi ça nous sert? Il y a une application qui est l'application MySprint. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on ne va pas avoir le temps. Mais cette application permet de déterminer le profil force-vitesse. Lorsque ça a été proposé, à la base, c'était pour des préparateurs physiques, pour orienter un petit peu la façon dont il fallait travailler les sprinters. Est-ce qu'il faut les renforcer? Est-ce qu'il faut travailler sur leur vélocité? Donc ça permet de travailler en préparation physique. Et JB Morin, qui a beaucoup travaillé sur le profil force-vitesse, avait en tête qu'il était possible éventuellement de déterminer des profils à risque. Alors, il n'a pas eu complètement raison, mais pas complètement tort. Le problème avec ce profil force-vitesse, c'est qu'on n'est pas capable de déterminer sur des sportifs qui ont une F0 basse un plus grand risque de blessure musculaire. Par contre, ce qui a été montré dans différentes études, c'est qu'au cours de la saison, chez un sportif qui a été évalué en début de saison et plusieurs fois pendant la saison, on avait une très forte diminution de la F0 quelque temps avec une blessure musculaire qui apparaissait après. Il me semble qu'il y a 2 études qui ont montré qu'on pouvait voir une diminution de la F0 entre 1 semaine et 7 semaines d'entraînement avant la blessure. Lorsqu'on a une diminution de cette F0, il faudra travailler le sportif et développer sa force horizontale. Donc, qu'est-ce qu'il va travailler sur le développement de la force horizontale? On a le hip thrust et le travail avec des chariots lestés. Par exemple, pour travailler la F0, il faudra travailler avec 50% de la vitesse maximale et ça correspond à 80% du poids de corps. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que les préventions sont multifactorielles. Il est important de proposer plusieurs choses dans vos préventions, qu'il y a une notion de progressivité qui est présente dans tous les schémas de rééducation, mais qui a aussi son importance dans la prévention. Le renforcement excentrique des disques jambiers est pour l'instant la chose qui a montré le plus d'efficacité, même en étant intervenu seul. Qu'il faudra intégrer les sprints dans l'entraînement parce qu'ils vous préparent au mieux à subir des sprints pendant la compétition. Et que le profil force-vitesse permet, sur le suivi des sportifs à long terme, d'évaluer et d'anticiper sur les risques de blessures. Une dernière chose, j'ai essayé de creuser un petit peu parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de protocoles qui sont très efficaces dans la prévention des blessures. Malgré tout, on a une augmentation de ces risques de blessures. Dans la littérature, ce qui ressort, c'est premièrement la notion que depuis ces dernières années, on fait beaucoup plus sprinter les sportifs à l'entraînement et que donc forcément, on augmente aussi le risque de blessure musculaire à l'entraînement par rapport à avant. Deuxièmement, les charges de match, les charges d'entraînement ont énormément augmenté et donc tout ce qui va avec notion de charge va forcément augmenter le risque de se blesser. Troisièmement, les études ont tendance à montrer que même si en théorie ces protocoles sont très efficaces, il est très compliqué de faire en sorte que les clubs, les staffs,
les sportifs puissent adhérer complètement. Et donc, il y va de tous les staffs médicaux et techniques d'essayer de travailler ensemble pour faire en sorte que les sportifs puissent adhérer beaucoup plus fort à ces protocoles et que ces protocoles soient plus efficaces. Je termine. Merci beaucoup. Merci Martin, c'était très très bien. On va donc passer...